El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. On fait ici un camp sur un des épisodes les plus inspirants de l'histoire du mouvement ouvrier. Et pas seulement du mouvement ouvrier, mais en fait de l'histoire mondiale. Le monde n'a jamais été aussi proche de la révolution communiste mondiale qu'à ce moment, dans cette période, entre 1917 et 1923. Et ça, en soi, c'est une raison suffisante pour étudier ces événements. Mais je pense aujourd'hui, en 2024, il y a encore des raisons très spécifiques pour lesquelles il faut traiter de la Comintern. Précisément, il y a 3 mois, on a fondé le PCR avec une bannière propre. On disait à ce congrès de fondation, ceci n'est pas un parti comme tous les autres. C'est un parti qui se base intégralement sur des principes et le programme communiste. La fondation de ce parti a été notre réponse à un problème objectif. Ces dernières années, s'est cristallisée une nouvelle couche dans la société sur la base de la crise du capitalisme. Une couche qui veut renverser ce système, mais qui ne trouve pas d'expression politique. C'est précisément pour ça qu'on a fondé notre parti. Ce parti est un organe, un outil pour lutter pour l'hégémonie dans cette couche même. Mais tous les camarades, chaque branche l'a remarqué en pratique, une bannière communiste seule est insuffisante pour construire ce parti, pour gagner cette couche. Es-tu communiste? Alors organise-toi. C'était une première tentative encore superficielle. Ça c'est évident, on le sait, mais donc qu'est-ce qu'il faut au lieu de ça? Ou en plus. Et ce camp, il traite précisément de cette question. On l'a dit, cette couche-là, elle se radicalise sur la base de la crise du capitalisme même. Elle n'est pas arrivée à ses conclusions par pure logique, mais à travers ses expériences dans la vie. Ça, c'est un point absolument crucial. Si nous, on veut conquérir cette couche, on doit prouver la supériorité de notre bannière, mais précisément sur la base des événements tels qu'ils ont lieu. C'est particulièrement visible lorsque cette couche commence à bouger, à entrer en lutte, comme on l'a vu dans les occupes à l'université. À plusieurs endroits, on voyait que ça aurait été en fait possible de gagner la direction de ce mouvement. Et là, ça devient parfaitement visible. C'est insuffisant de gagner la direction en demandant à tout le monde « Es-tu communiste? Donc organise-toi ». La fondation est évidemment la force des idées, la vraie compréhension de la méthode. Mais ce qu'il faut faire, c'est de rendre ces idées une force réelle dans le mouvement même. C'est-à-dire, il faut lier ces idées à la lutte de classe vivante, telle qu'elle a lieu. Je pense que vous avez déjà tous vu notre nouveau journal. La session, la plénière finale de ce camp va être le point culminant, la fin de ce camp. Là, on va poser la question, comment on fait ça concrètement en août, en septembre, cet automne. Mais c'est ici qu'entre en jeu la question de la troisième internationale. Si vous cherchez un passe-partout, une formule magique pour chaque situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous n'allez pas trouver cette formule magique, mais la troisième internationale a développé les méthodes comment trouver les réponses. La première internationale était celle de Marx. Marx a construit la première internationale sur la base des principes communiste, marxiste. Marx n'a jamais été un pur théoricien, il a toujours construit, mais il a construit dans une période historique spécifique. Lorsque le capitaliste, dans son ensemble, était encore sur sa voie ascendante. Donc, dans un certain sens, Marx était condamné à demeurer dans l'isolation. La deuxième internationale, l'internationale social-démocrate, encore dans une autre période, et la deuxième internationale a pu construire des grands partis de masse. Mais la deuxième internationale était aussi le produit d'une période de boom du capitalisme, ce qui a précisément mené la deuxième internationale dans la voie de l'opportunisme, du réformisme. La troisième internationale est retournée à Marx. Elle a hissé la bannière communiste propre, les principes du marxisme. Mais l'histoire ne se développe pas en cercle, mais en spirale. C'était sur un niveau supérieur. La troisième internationale a été fondée en 1919 et c'était au milieu d'une révolution mondiale. De 19 à 22, la Comintern s'est développée en une véritable internationale de masse. En 1922, c'était le point culminant. Il y avait 66 partis
1,2 million de membres sur une population mondiale de 2 milliards. Donc ça, c'est seulement les membres formels. L'influence de la Troisième Internationale était maintes fois plus élevée. Et pour la première fois, il y avait un véritable parti mondial. Trotsky disait que la Deuxième Internationale était une internationale blanche et la Troisième Internationale avait des partis partout dans le monde, dans tous les pays colonialisés. Et Ted Grant a dit une fois que ça, c'était le mouvement communiste de la plus grande ampleur depuis l'essor du christianisme. C'est pas une blague, c'est parfaitement vrai ça. Mais dans cette Troisième Internationale, des nouvelles questions politiques se sont posées, ou en tout cas des questions politiques sur un niveau bien plus supérieur, beaucoup plus concret. C'était pas seulement la question quels sont les principes du communisme. Bien sûr, ça a également été discuté, ça c'est la base, mais c'était surtout aussi la question comment tu prends ces principes du communisme et comment tu les rends en une force réelle au milieu d'une grande période révolutionnaire. Comment tu lis les principes du communisme à un véritable mouvement révolutionnaire de masse. Marx était un génie, il a prévu beaucoup de choses, mais d'une telle manière concrète, Marx ne pouvait pas poser les questions. Et surtout, la Comintern n'a pas seulement posé ces questions, mais elle les a répondues. La Comintern a été construite sous la direction des bolcheviks, de Lénine, de Trotsky. La définition du léninisme, c'est rigidité dans les principes et flexibilité tactique totale. Et ça, c'est nécessaire pour justement rendre les principes une force matérielle. C'est précisément ça, le fil rouge à travers les premiers 4 grands congrès du Comintern. Trotsky l'a appelé ces congrès la plus grande école de la stratégie et tactique révolutionnaire. Et ça, c'est aussi le fil rouge de ce qu'on fait cette semaine, nous. On va évidemment pas perdre le sens de proportion. On ne va pas conquérir les masses demain. Et oui, bien sûr, Bangladesh, c'est Et des processus révolutionnaires comme autour de 1919, oui, c'est implicitement dans la situation d'aujourd'hui, mais c'est pas sur l'ordre du jour demain. La direction générale est claire. On est entré dans une période de préparation à la révolution mondiale. Et cette préparation, elle est prolongée. Mais vous voyez, c'est le même type de question qui se pose aujourd'hui à nous. Mais ça suffit comme introduction. Il faut comprendre les choses à travers la matière historique concrète. Et ça, c'est ce que je vais essayer. La Troisième Internationale, ce n'est pas une idée qui est tombée du ciel, mais elle a été fondée sur la base d'une crise existentielle du système. Autour de l'année 1900, le globe a été partagé. Les grandes puissances impérialistes avaient partagé le monde entre elles, mais le rapport de force entre ces grandes puissances, ce n'est pas quelque chose de statique. Certaines puissances sont devenues relativement plus fortes, d'autres relativement moins fortes, et les puissances impérialistes ascendantes exigeaient un repartage du monde. Précisément dans une période où le capitalisme entre dans sa première crise organique. À partir de 1913, les marchés mondiaux sont saturés, qui rend la lutte pour les profits encore plus acharnés. Et cette combinaison des facteurs, ça c'était la base de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale n'était certainement pas une surprise. La Deuxième Internationale, dans les années précédentes, avait longtemps discuté qu'est-ce qu'on fait lorsque cette guerre va éclater. En 1907, lors d'une conférence importante à Stuttgart, les positions ont été adoptées. Ils disent à ce moment, la guerre est un produit de la crise du système même. La lutte contre cette guerre impérialiste, c'est la lutte pour le renversement du système capitaliste. Un amendement de Lénine a été adopté également lorsqu'il disait le point le plus important, c'est que la guerre impérialiste va déclencher une crise révolutionnaire. Et c'est la tâche de cette Deuxième Internationale de saisir la situation afin de préparer le renversement de la bourgeoisie. On le dit souvent, une situation de guerre, c'est une épreuve pour toutes les tendances politiques. Et la guerre mondiale a posé des questions extrêmement douloureuses
soit l'un, soit l'autre. Soit tu soutiens ta propre bourgeoisie nationale, ça veut dire tu envoies ta propre classe ouvrière pour abattre d'autres classes ouvrières, ou bien tu défends férocement les intérêts de la classe ouvrière. Et donc, tu dois combattre de manière flagrante, fondamentale, ta propre bourgeoisie. Et donc, l'éclatement de la Première Guerre mondiale a totalement dévoilé les dirigeants réformistes de la Deuxième Internationale. Avant la guerre mondiale, il y avait plusieurs années d'ascension économique, et donc il y avait des grandes illusions dans le réformisme. Auprès des couches dirigeantes de la Deuxième Internationale, c'est vraiment incrusté cette idée que à travers des petites réformes, tu peux arriver au socialisme. Et donc tu peux arriver au socialisme, à la libération, avec la bourgeoisie, en collaboration de classe. Et donc la guerre mondiale a totalement dévoilé ce qui était déjà là en dessous de la surface et donc a rendu les réformistes en social-chauvinistes. Donc réformisme dans les paroles, chauvinisme dans la réalité. Les dirigeants réformistes étaient assis au Parlement et ont voté pour les crédits de guerre. Il s'agissait d'une trahison fondamentale des grands principes du manifeste du parti. La fin du manifeste du Parti communiste, c'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et ces dirigeants réformistes ont envoyé les prolétaires de tous les pays à s'abattre mutuellement. Lorsque Lénine a compris, a vu ce qui s'est passé, cette trahison, il n'a pas attendu une seconde et il a dit ça c'est la fin de cette internationale. En conséquence, il faut une nouvelle internationale avec une bannière propre. Une internationale qui défend inconditionnellement les intérêts de la classe ouvrière et qui ne va pas les trahir. Tu peux joliment dire tout ça, mais il faut comprendre, inconditionnellement, Lénine il y tenait vraiment. Chaque guerre fait émerger le nationalisme, le chauvinisme. Mais la Première Guerre mondiale a vraiment semé du chauvinisme partout dans la population, également dans la classe ouvrière. Lénine était extrêmement isolé, il était quasi seul. Et là, tu vois, les idées, les principes sont sacrés pour les marxistes. Il n'y a juste aucune condition matérielle objective qui te permet d'abandonner les principes du marxisme. Oh, je ne peux pas entrer plus en matière. On a une session cette semaine sur la question de Lénine et la guerre. Mais le principe fondamental qu'il défendait partout, c'était il faut transformer la guerre mondiale en une guerre civile. Vous avez tous étudié l'histoire du bolchevisme. Et bolchevisme signifie les idées du marxisme ont besoin d'un corps physique. Des idées indépendantes de classe, des idées de la classe ouvrière ont besoin d'un corps indépendant, d'une organisation propre. Et donc, dans cette situation d'isolation totale, Lénine il jette les bases, il commence à construire la prochaine internationale. Il est évidemment dans une phase de préparation. Sa lutte principale, c'est contre les centristes. Les centristes sont des personnes qui vacillent entre réformisme et révolution. Ils sont contre la guerre et en parole, ils sont aussi pour l'internationalisme, mais ils ne sont pas prêts à tirer toutes les conséquences. Et dans cette situation, ça signifie qu'ils n'étaient pas prêts à vraiment rompre avec les réformistes. La lutte principale de Lénine était contre ce courant politique, contre le centrisme. Parce qu'il voyait qu'en dessous de ces jolies paroles des centristes se cache finalement le réformisme. Les social-chauvins, ça c'est les agents ouverts de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier. Elle disait aux centristes, si tu brises pas avec les social-chauvins, tu brises pas vraiment avec la bourgeoisie. Je disais, Lénine faisait un travail préparatoire. Léninisme, ça n'a rien à voir avec du volontarisme. Il ne s'est pas juste posé et a dit « Voilà la troisième internationale ». J'ai commencé à lire le nouveau bouquin que l'Internationale a sorti sur Lénine. Là se trouve un des premiers textes que Lénine avait rédigé après l'éclatement de la guerre. Quelques citations. Il dit « Les masses laborieuses vont créer une nouvelle internationale. Pas Lénine, mais les masses laborieuses. » Et dans une situation où le chauvinisme régnait dans toute la société, il disait « Ce chauvinisme, il va s'évaporer. »
plus la guerre demande des sacrifices, plus les masses vont reconnaître l'importance, la nécessité de tourner ses armes vers sa propre bourgeoisie. Il n'y a rien de divin dans ce que Lénine fait ou quelque chose de spéculatif, mais une compréhension extrêmement profonde du matérialisme historique. Lénine comprend l'essence de cette guerre, comprend que cette guerre exprime le fait que le système ne soit plus capable de développer les forces productives. Les impérialistes qui commencent à détruire les forces productives, il s'agit ici d'une crise organique profonde. Et Marx avait reconnu une loi fondamentale du développement des sociétés. Il disait des telles phases de crise organique d'un système, ça c'est les phases de révolution sociale. On dit que le marxisme c'est la prévoyance qui domine la surprise. Donc, la guerre mondiale prépare une crise révolutionnaire profonde. En février 1917, les masses russes renversent le tsarisme. Sous la direction de Lénine et Trotsky, la classe ouvrière prend le pouvoir en octobre 1917. Et il y a fermentation profonde dans toute la société, partout dans le monde. Mais octobre 1917 en Russie, c'est un véritable catalyseur pour un mouvement révolutionnaire à l'échelle mondiale. J'ai pris le temps pour regarder partout dans le monde qu'est-ce qui s'est passé après 1917 dans chaque pays. Une liste gigantesque. Novembre 1918. En Allemagne, la monarchie est renversée. Une vague de grève traverse toute l'Europe, y inclut les États-Unis. En 1919, il y a des républiques soviétiques qui émergent. En Hongrie, en Bavière. Et la guerre mondiale, elle appelle aussi les pays colonisés à entrer sur la scène de l'histoire. Ce qu'on voit, c'est l'essence en fait d'une révolution. C'est que les grandes masses les plus opprimées, ceux qui sont normalement muets, ceux-ci, ils entrent en lutte, entrent sur la scène de l'histoire. Et dans ce processus général, il y a à l'échelle mondiale une couche spéciale qui se cristallise dans la classe ouvrière, une avant-garde. Et cette avant-garde se cristallise, se caractérise par deux grands points. Elle a expérimenté les trahisons du réformisme. C'est pas seulement rejet du réformisme, mais véritable haine contre le réformisme. Et un deuxième côté de la même médaille, cette avant-garde a les yeux fixés sur la Russie. Et ils se disent, on veut aller là, on veut la même chose. Et peut-être ça a l'air un peu pathétique, mais en mai 1919, lors du premier congrès de la Troisième Internationale, le congrès fondateur, le premier congrès avait lieu à Moscou, en pleine guerre civile. Les jeunes communistes de partout dans le monde sont arrivés en Russie, ils ont carrément embrassé le sol. C'est pas une couche de quelques douzaines de personnes, centaines, milliers de personnes, mais une couche de millions de personnes partout dans le monde. Et maintenant, les différents facteurs se joignent. Et les conditions sont réunies pour fonder la Troisième Internationale. Lisez tous le manifeste de la Troisième Internationale. Lisez tous l'invitation que la Troisième Internationale a envoyée. Là, vous voyez la signification du congrès fondateur. Il faut réunir cette avant-garde, il faut l'organiser sous une bannière communiste propre. Au milieu de la guerre civile, il y a des délégués de 29 différents pays qui se retrouvent. Quelle est cette bannière propre? C'est pas juste un drapeau, c'est une question de contenu. Lors du premier congrès, la question principale, c'est sur la question de l'État, qui est la question essentielle d'une révolution. Et c'est une question fondamentale dans la situation à ce moment-là. Octobre 1917 a polarisé le monde, a carrément divisé le monde. D'un côté, tu es pour la prise du pouvoir des travailleurs, pour les soviets, et un autre camp qui est le camp de la contre-révolution. Et ça, c'est la situation. La bourgeoisie, elle est en train de mener le monde entier dans le... Et on connaît les résultats après dans les années 1930. Et donc la seule voie vers l'avant, c'est de renverser cette classe et de transformer l'économie en une économie planifiée. Et donc avec ça, commencer à renverser, à éliminer les classes en elles-mêmes. Ça, c'est le programme du manifeste communiste. Tout ça pose la question de l'État. Tout ça exige que la classe ouvrière prenne le pouvoir dans ses propres mains. L'État bourgeois, c'est l'essence du pouvoir bourgeois. Cet État doit être
abattu, doit être remplacé par un nouvel État prolétaire. Ça, c'est ce que Marx voulait dire par dictature du prolétariat. Ça, c'est pas le but ultime des communistes, mais c'est l'outil le plus important pour les communistes. Et donc, c'est comme ça que finit aussi le manifeste du premier congrès, écrit par Trotsky, sous la bannière des soviets, sous la bannière de la dictature du prolétariat. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Ça, c'est l'appel du premier congrès de la Comintern. Et ça, c'est au milieu d'une véritable vague révolutionnaire. Il dit, en fait, la forme pratique de la dictature du prolétariat a été trouvée en Russie. La classe ouvrière du monde regarde vers la Russie en tant que c'est là où on veut y arriver. Et la Troisième Internationale est fondée avec le but, cet exemple doit être généralisé partout dans le monde. C'est une phase où la bourgeoisie entre en panique totale. Elle fait tout pour jeter de la merde sur cette bannière. La bourgeoisie essaie surtout de confondre les masses avec des grandes abstractions. Le slogan de la bourgeoisie à ce moment, c'est « Nous, on est contre la dictature, on est pour la démocratie ». Mais qu'est-ce qu'elle voile? Elle cache que la démocratie de laquelle eux ils parlent, c'est une dictature cachée. C'est une démocratie bourgeoise. Et derrière ce gigantesque voile se cache la dictature de quelques multinationales et quelques banques. Leur démocratie est une dictature d'une petite minorité. Mais la dictature sur laquelle la bourgeoisie jette de la merde, elle ne dit pas que c'est la dictature d'une autre classe que la classe ouvrière. Donc une dictature de la gigantesque majorité pour se libérer de l'oppression par une infinie minorité. La bourgeoisie mène une lutte idéologique acharnée contre la bannière de la Troisième Internationale. Aujourd'hui, on emploie moins le terme de la dictature du prolétariat, mais dictature du prolétariat, c'est la même chose qu'une démocratie ouvrière. La démocratie bourgeoise n'est pas une démocratie pour les masses. Les masses n'ont rien à dire dans la démocratie bourgeoise. Et la dictature du prolétariat, c'est pour la première fois une démocratie de la majorité. Est-ce que Lénine défend fois après fois? Quelle est la différence fondamentale entre ces deux formes d'État? C'est que dans la dictature du prolétariat, les masses participent activement à la vie politique. Et c'est pour ça que Lénine dit, cette nouvelle démocratie ouvrière, c'est le boucher et le successeur de la démocratie bourgeoise, de la dictature des banquiers. Les social-chauvins, c'est des adversaires féroces contre la dictature du prolétariat, contre le pouvoir soviétique. Mais encore une fois, ceux qui sont le plus dangereux sont encore une fois les centristes. Kautsky, vous connaissez ces noms peut-être? Les centristes disent, oui, il faut renverser la bourgeoisie. Oui, la classe ouvrière doit prendre le pouvoir dans ses propres mains. Et après, les centristes disent toujours, mais il faut le faire de manière démocratique. Ça veut dire, faites passer tout ça par les parlements. Sinon, c'est pas démocratique. Et ça a l'air d'être une version plus humaine, plus gentille du bolchevisme. Mais en réalité, ça mène le mouvement dans une impasse très dangereuse. Les voies de la démocratie bourgeoise, du parlementarisme. Donc une aide directe à la bourgeoisie. Et donc la lutte pour la bannière propre, c'est surtout une lutte contre l'opportunisme, contre ces tentatives de changer un petit peu, améliorer un petit peu cette bannière. Encore une fois, cette idée de la prise du pouvoir par le prolétariat, on dit rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est arrivé. Mais Lénine, il dit au premier congrès de la Troisième Internationale, et ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'est seulement rédiger sur un papier ce que le prolétariat sait déjà. Mais sous cette bannière, la Comintern attire des véritables masses. On voit entre le premier et le deuxième congrès, on voit une croissance gigantesque. Entre-temps, le Parti communiste allemand a gagné un demi-million de membres. Et il y a beaucoup d'autres partis avec des centaines de milliers de membres. Et il faut comprendre, une telle bonne bannière, un tel enthousiasme n'attire pas seulement les meilleurs éléments, mais aussi quelques mauvais amis. Précisément nos chers centristes qui voient où là il y a une bonne dynamique, peut-être il faut y aller avec. Donc la deuxième grande tâche de la Comintern, le deuxième congrès, c'est le nettoyage des rangs de ces éléments dangereux. C'est évidemment pas un nettoyage par l'arme, Lénine qui fusille
les mauvais éléments. C'est un nettoyage politique, des discussions profondes sur qu'est-ce qui caractérise l'opportunisme, qu'est-ce qui caractérise le centrisme. Et l'international essaie à aider les jeunes partis communistes pour établir leurs principes et surtout pour être capable de les défendre. Et ça, c'est la lutte pour les principes. Et ça, c'est la première grande tâche de laquelle la Comintern s'est occupée. Mais de poser ces principes, le défendre, ça ne suffit pas. Ce n'est pas tout le travail des communistes. Et lors du deuxième congrès, Lénine ouvre un prochain combat. Lisez les perspectives mondiales de Lénine de 1920. Et dans ces perspectives mondiales, il polémise contre deux fronts. Premièrement, contre l'idée que cette crise qu'on est en train de traverser à ce moment, contre l'idée que cette crise, c'est uniquement une crise conjoncturelle. Elle dit, oui, il y a des phases conjoncturelles, mais peu importe comment la crise se développe maintenant précisément, c'est quand même la crise organique, le déclin du capitalisme. Donc aussi, la crise révolutionnaire ne va pas se calmer tout de suite. Mais il ouvre également un deuxième front. Et pour comprendre ça, il faut comprendre l'ambiance qui régnait dans ces jeunes communistes. La vague révolutionnaire est en full ascension. Un pays après l'autre entre en lutte, entre en révolution. L'international grandit et grandit. Et avec une compréhension encore superficielle de ce qui est la tâche de prendre le pouvoir. Et lorsque ces jeunes communistes ont vraiment embrasser le sol. Lénine était un peu plus tranquille, il était plus en train d'essayer d'expliquer ce qui était en train de se passer. Mais il y a une certaine ambiance qui règne dans ces jeunes communistes, une ambiance de automatisme, que ça va juste aller droit au but, droit vers la révolution. Et donc Lénine entame une lutte contre cette vision linéaire, contre cette vision fataliste. Qu'est-ce qui se cache derrière de manière profonde, de manière théorique? Des matérialistes historiques sont des déterministes. Pour nous, le renversement du système capitaliste, la prise du pouvoir, c'est pas une possibilité parmi d'autres, c'est pas quelque chose qui serait encore sympa, c'est une nécessité historique. C'est une nécessité comme la sémence qui doit se transformer en arbre. Mais on ne dit pas que c'est automatique. Ça ne veut pas dire ça. Et Lénine, il dit, c'est finalement une lutte de classe vivante qui décide si ça va vraiment avoir lieu. Et l'essence de la question, c'est: est-ce que la classe ouvrière va être suffisamment consciente et suffisamment organisée pour pouvoir assurer ses tâches? Il dit, camarade, ça ne va pas se passer si facilement. Il dit, la classe ouvrière, c'est une classe qui vit dans des conditions déshumanisées. Elle n'apprend pas à travers des livres. Son niveau culturel est rabaissé. Donc, la seule manière comment la classe dans son ensemble peut apprendre, dans la masse générale, c'est à travers des expériences, c'est à travers la vie. D'apprendre de cette manière, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, de difficile, de prolongé. Et de l'autre côté, la classe ouvrière, elle fait face à quelle sorte d'adversaire? Il décrit la bourgeoisie à ce moment. Il dit la bourgeoisie enchaîne erreur après erreur. Regardez ce que Biden il fait actuellement, erreur après erreur, des éléments de plein d'irrationalité. Mais il dit aux jeunes communistes, camarades, il n'y a pas quelque chose tel que une crise absolue, une impasse absolue de la bourgeoisie. La classe dominante a accumulé des moyens gigantesques dans sa capacité de régner et dans sa capacité de combattre la révolution. La bourgeoisie est capable de corrompre quelques parties de la classe ouvrière, qui peut diviser la classe ouvrière, jouer une couche contre l'autre, et donc d'autres couches les rabaisser, les attaquer, les opprimer. Dit la bourgeoisie, elle a stratégie et tactique, de manière très claire, elle a stratégie et tactique contre-révolutionnaire. Et de toute cette situation découle donc les tâches de l'avant-garde communiste. Un outil, un œuvre absolument crucial de cette période, c'est la maladie infantile de Lénine. D'ailleurs, c'est un document de congrès, du 3e congrès de la Comintern. Non, et Lénine, il commence la maladie infantile par expliquer
les raisons du succès de la révolution en Russie. Et il dit, oui, bien sûr, il y avait différentes conditions qui ont permis ce succès. D'un côté, la conscience de classe de l'avant-garde, son sens de sacrifice pour la révolution, mais surtout un deuxième élément, la capacité de cette avant-garde de se lier avec les masses à travers les expériences mêmes, parce que les masses apprennent uniquement à travers les expériences, donc il faut lier les idées dans les expériences, dans la lutte de classe vivante. Et la guerre de classe a des similarités avec les guerres entre armées. En général, il a besoin un état-major a besoin de principes, sinon il va perdre sa guerre. Mais un simple principe ne suffit pas pour diriger l'armée à travers les différents combats de la guerre. Il te faut une stratégie à long terme, c'est là où je veux arriver avec mon armée. Et tu as besoin d'une tactique qui détermine ce que tu fais dans l'immédiat, les prochains combats. Et Lénine, il avait déjà annoncé ce danger, cette discussion lors du deuxième congrès, mais lors du troisième congrès, cette discussion devient imminente, crucialement importante. La première grande phase révolutionnaire après la guerre atteint son pic et entre une première fois dans un recul. Et l'événement majeur, crucial, c'est en mars 1921, l'action de mars en Allemagne. En Allemagne, en 1918, les masses avaient renversé la monarchie. Donc, à partir de là, se pose vraiment la question en Allemagne de la révolution prolétarienne. Déjà en janvier 1919, il y a des premières luttes sanglantes entre l'avant-garde prolétarienne et l'armée bourgeoise. En 1920, encore une fois, en mars 1920, la contre-révolution attaque. La classe ouvrière répond par une grève générale. Ce qui se passe à ce moment, c'est que la couche la plus radicale, la plus avancée des masses, essaye d'aller plus loin et est abattue encore une fois. Et à travers ces expériences, la bourgeoisie allemande a développé des stratégies et des tactiques contre-révolutionnaires. Et ce que la bourgeoisie en Allemagne, elle fait en particulier, c'est de provoquer des actions prémature, précoce de l'avant-garde prolétaire. Donc de séparer l'avant-garde des grandes masses et finalement aussi physiquement abattre l'avant-garde, ce qui était le destin de Liebknecht et Luxembourg. Ça, c'est le contexte de ce grand point tournant de mars 1921. Les travailleurs en Allemagne centrale sont beaucoup plus loin, avancent très rapidement. Et l'État républicain allemand, avec un social-démocrate à sa tête, prépare la contre-attaque. La bourgeoisie utilise ses agents dans le mouvement ouvrier. Qu'est-ce que les communistes auraient dû faire dans cette situation? Il faut voir que l'offensive est en fait venue de la contre-révolution, de ce social-démocrate. On aurait pu mener une campagne énergétique, une campagne féroce d'agitation à l'échelle nationale en défense de la couche la plus avancée du prolétariat. Il aurait fallu lier l'avant-garde avec les grandes masses prolétariennes, les lier contre la bourgeoisie. Donc, sur la base de la lutte collective, on aurait probablement pu passer à l'offensive en direction d'une grève générale. Mais qu'est-ce que les communistes allemands ont fait en réalité en mars 1921? Sans préparation, sans phase préparatoire, ils ont juste appelé à la grève générale. Les grandes masses prolétariennes n'avaient même pas encore compris ce qui était en train de se passer. Et donc les masses ne réagissent pas à cet appel des communistes et les communistes deviennent de plus en plus désespérés. Et à certains moments, ils essaient même par la force d'obliger les masses à entrer en grève générale. Du coup, ce qu'ils font en réalité, c'est d'éloigner encore plus les masses des couches les plus avancées. Et donc, la répression abat cette action de mars de manière sanglante. Et l'action de mars prouve à 100% toutes les choses desquelles Lénine avait averti les jeunes communistes. Mais
les ultra-gauchistes, la gauche de la gauche de la gauche, eux, ils essaient de théoriser ces erreurs. Et ils appellent ça la théorie de l'offensive. C'est très certainement pas une théorie très importante au niveau politique, mais elle exprime très bien toute l'ambiance et toute la psychologie de cette couche. Et ce courant politique, on l'appelle l'ultra-gauchisme. Les ultra-gauchistes, c'est des gens qui disent « Oui, on est à fond pour la révolution mondiale, on mourirait pour la révolution mondiale, on ferait tout. Et il faut une offensive révolutionnaire de la classe ouvrière contre la bourgeoisie. Et donc, à chaque moment, il faut passer à l'offensive. » Donc, Lénine, dans son chef-d'œuvre, La maladie infantile, il explique. Et derrière ça, qu'est-ce qui se cache derrière? Tout d'abord, haine de classe de la manière la plus noble possible. Mais Lénine il dit, oui, excellente haine de classe, pourtant le chemin, c'est très dangereux. Très dangereux parce que comme on l'a vu avec l'action de Mars, tout ça, c'est vraiment un cadeau à la contre-révolution. Lénine, il explique très bien le rapport à ce courant. Il dit, ceux qui sont en général contre l'offensive révolutionnaire, ceux-ci sont des traîtres. Mais ceux qui soutiennent l'offensive constante du prolétariat, t'es un imbécile. Et donc Lénine entame une lutte contre le courant de l'ultra-gauchisme. Une lutte entre camarades, mais une lutte politique dure. Lénine dit, la première tâche, c'est de réunir, organiser l'avant-garde sous une bannière propre, ce qui nécessite la lutte contre l'opportunisme, y inclus dans ses propres rangs. Mais il s'agit d'une lutte sur deux fronts. Qu'est-ce que après les communistes doivent faire? Ils disent, et après, il faut gagner des plus grandes couches pour le programme communiste à travers les luttes, à travers les expériences concrètes. Et il dit, ça signifie de vraiment nettoyer le parti de la maladie infantile. Et surtout, il faut remplacer la maladie infantile par quelque chose de vrai, de positif. La tâche n'est certainement pas de courir à travers le parti et dire « Ah, ça c'est ultra-gauchiste, ça c'est ultra-gauchiste, ça c'est relativement facile. » Tu dois le dépasser positivement à travers une compréhension concrète de stratégie et tactique révolutionnaire. Pourquoi dans le livre Maladie infantile, Lénine, il appelle cette tendance politique, il l'appelle doctrinarisme, parce que ça touche au cœur du problème. Ils disent, oui, il faut une offensive révolutionnaire contre la bourgeoisie, pas de paix entre les classes. Tout ça, c'est vrai. C'est également vrai que le parlementarisme, le Parlement, c'est la scène de la bourgeoisie. Il faut une lutte contre le parlementarisme. Mais les ultra-gauchistes, ils s'arrêtent à ce moment, ils ne continuent pas le raisonnement. Ils disent seulement le « A ». Donc, ils prennent un principe et ils le mettent sur partout de manière doctrinaire. Donc oui, on est en général bien sûr pour une offensive révolutionnaire, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement en mars 1921 en Allemagne? Lénine dit que l'erreur la plus fondamentale des ultra-gauchistes, de prendre leurs propres souhaits, leur propre idéologie politique, de les confondre ça avec la réalité objective telle qu'elle existe vraiment. Ça, c'est l'erreur fondamentale, ça, c'est la différence. Est-ce que tu analyses, tu comprends sérieusement la réalité concrètement? Lénine dit que c'est une école positive, une école de stratégie et tactique révolutionnaire. Et ce que Lénine et Trotsky font, c'est surtout de montrer de manière exemplaire comment le faire. Toute cette discussion, elle a beaucoup de facettes, je ne peux pas rentrer en détail sur tout, mais il faut apprendre, et on peut apprendre beaucoup sur comment faire de la tactique, de la vraie politique révolutionnaire. Et ils disent, tu ne peux pas commencer uniquement en te basant sur ta volonté subjective de faire la révolution. Tu dois comprendre la situation concrète dans laquelle tu veux intervenir. On a vu cette première vague révolutionnaire suite à la Première Guerre mondiale. La bourgeoisie panique. Mais cette première vague révolutionnaire n'a pas mené
au renversement de la bourgeoisie. Il manquait dans maints pays un parti avec un ancrage suffisant dans les masses et avec une politique correcte. Certes, les communistes sont devenus un parti de masse, mais ils n'avaient pas encore gagné la majorité des masses et ils n'étaient surtout pas capables, dans cette situation, pas encore capables de conquérir les masses. Et maintenant, 1921, la bourgeoisie commence à se stabiliser. Partout un peu, les gouvernements se stabilisent et la bourgeoisie entre en contre-offensive. Le tout premier front de la contre-révolution se trouve en Italie avec l'émergence du fascisme. On a une session spéciale sur le fascisme en Italie pendant ce camp. La base de ça, avec cela, il y avait également un retour temporaire bien sûr, mais un retour de la stabilité économique. Parce que dans dans la première phase de panique, la bourgeoisie a vraiment mis tout ce qu'elle avait pour essayer de calmer la situation. En particulier, la bourgeoisie a imprimé des montagnes d'argent. Mais donc, c'était une stabilisation fictive, spéculative, bâtie sur du sable. On le connaît d'aujourd'hui, non? Cette tentative de stabiliser la situation sur le plan social a encore plus sapé la stabilité économique. Et maintenant vient la vengeance, la facture. L'économie s'effondre. Ça, c'est la situation maintenant pour la classe ouvrière. La bourgeoisie va à la contre-offensive et l'économie s'effondre. C'est un choc pour la classe ouvrière. Et Lénine dit, regardez, c'est une rupture dans la phase ascendante de la révolution, mais seulement une rupture dans un certain sens. La bourgeoisie doit tenter de retrouver sa stabilité économique. Donc, ce qu'elle fait, c'est de jeter tout le poids de la crise sur le dos de la classe ouvrière. En ce moment encore, la classe ouvrière, elle est choquée, paralysée. La classe ouvrière va re-entrer massivement en lutte. Ça, c'est la dialectique de la situation que Lénine et Trotsky essaient d'expliquer aux jeunes communistes. Oui, il y a une rupture dans la situation, mais cette rupture ne fait que préparer une prochaine ascension révolutionnaire. Et ils disent, de cette situation, tu dois déduire les prochaines tâches de cette situation concrète. Ils disent, oui, en général, bien sûr, c'est une période de prise du pouvoir par le prolétariat, mais dans une telle situation, le slogan ne peut pas être prise du pouvoir du prolétariat maintenant. Donc, tu dois d'abord conquérir les masses pour après pouvoir conquérir le pouvoir. Oui, en général, on est dans une période d'offensive révolutionnaire, mais dans cette situation concrète, avec des slogans purement offensifs, tu vas parler à côté des gens. Ce qu'il est la tâche maintenant, c'est de préparer l'offensive. Ils expliquent que l'avant-garde ne peut pas avancer beaucoup le reste des masses. Il explique que l'avant-garde doit travailler là où les masses se trouvent. Vous ne pouvez pas faire juste de la propagande et de l'agitation depuis la ligne de touche. Tu dois suivre la lutte de manière concrète. Prenez par exemple les syndicats. Les chiffres de membres des syndicats dans ces années. Doublement des membres des syndicats en Grande-Bretagne, x10 en Italie, x6 en France. Et Lénine explique, vous devez rompre avec toutes sortes d'obstacles pour pouvoir travailler là où se trouvent actuellement les masses qui sont en lutte. Et lorsque les ultra-gauchistes débarquent en disant « mais les syndicats ont des directions réformistes », il dit « cet argument ne mène que à la paralysie, à la passivité. Vous devez travailler là où se trouvent les gens en lutte. » Mais surtout, les communistes ne doivent pas juste être là. Les communistes doivent intervenir en tant que force politique indépendante. C'est précisément pour cet objectif qu'on a nettoyé nos propres rangs. Mais même l'ultra-gauchiste le plus borné va comprendre que tu ne vas pas pouvoir gagner les masses seulement avec le slogan pour la dictature du prolétariat. Et c'est parfaitement possible de faire partie d'une lutte, mais quand même être à côté. Prenez la situation concrète de ces années. Des jeunes travailleurs entrent dans les syndicats. Maintenant, on choque
la bourgeoisie passe à la contre-révolution. Politiquement, mais aussi économiquement, elle baisse les salaires. Les communistes doivent être là et ils doivent être capables de poser des revendications. Lisez les thèses de la Comintern sur la stratégie et tactique. Dans les thèses, c'est écrit les communistes doivent poser des revendications qui expriment les besoins des grandes masses laborieuses. Pour que les masses soient convaincues qu'elles ne peuvent pas survivre sans que ces revendications soient obtenues. Dans cette phase, c'est la journée de travail à 8 heures et la lutte contre les baisses salariales et encore mille d'autres. Pour les jeunes communistes, la impatience, ça sentait un petit peu la trahison réformiste. Il faut appeler un chat un chat. C'est la méthode du programme de transition. Dans la méthode du programme transitoire, il ne s'agit pas de s'adapter à la conscience moyenne des travailleurs. Lorsqu'on dit il faut poser des revendications qui expriment les besoins des masses, ça ne signifie certainement pas de juste poser des revendications avec lesquelles tout le monde est de toute façon d'accord, et non plus des revendications qui peuvent être obtenues maintenant tout de suite, mais de poser des revendications qui sont une nécessité dans la situation concrète. Et après, avec les travailleurs, épaule dans la lutte, montrer que ces revendications ne peuvent que être obtenues lorsqu'elle prend le pouvoir et rompt avec la bourgeoisie. On a toute une session pendant cette semaine sur la question de l'ultra-gauchisme, mais lors du 4e congrès, Trotsky il l'explique de manière sublime. Ce qu'on est en train de faire, c'est certainement pas un pas vers la droite, vers le réformisme, mais c'est un pas au-delà des simples formules révolutionnistes. Un pas vers une réelle politique révolutionnaire. Un chemin pour vraiment amener les principes communistes dans le mouvement. On a tous vu ces grands points tournants dans les années révolutionnaires. Et 1923, c'est le prochain grand tournant. Les perspectives de Lénine et Trotsky se sont confirmées. Cette rupture dans la phase ascendante prépare une prochaine ascension révolutionnaire. Et 1923, c'est vraiment le point culminant de la vague révolutionnaire de cette période, objectivement et subjectivement. Les communistes, avec les méthodes desquelles j'ai parlé, ils ont pu conquérir, gagner la majorité ou des grandes couches des masses. L'ascension du mouvement révolutionnaire est revenu. En Allemagne, au début de 1923, on voit une grève générale révolutionnaire. Une grève générale qui pose la question qui a le pouvoir dans ce pays. Et la bourgeoisie y répond. Elle est paralysée, elle ne fait rien. Maintenant, c'est le moment pour la foule offensive, pour l'insurrection révolutionnaire. Et ça, c'était le moment où il y avait les conditions réunies pour un octobre allemand. On le sait, il n'est pas arrivé cet octobre. Mais il faut vraiment comprendre ce qui était en jeu à ce moment-là. Ça aurait été la voie vers le sauvetage de l'Union soviétique. La révolution russe a donné l'impulsion pour une vague révolutionnaire à l'échelle mondiale. Dans un pays arriéré. Imaginez-vous, l'Allemagne à ce moment, un des pays les plus développés au monde. Les ondes de choc révolutionnaire à travers le monde, ça aurait été gigantesque. Ça aurait été une pierre angulaire pour une réelle révolution mondiale. Mais Lénine et Trotsky étaient en fait malades à ce moment. Et les jeunes révolutionnaires, les jeunes communistes allemands, ils n'avaient pas encore entièrement digéré toutes les leçons de la Comintern. Ils n'avaient pas encore vraiment bien compris le débat autour de l'ultra-gauchisme. Et ils n'avaient pas encore eu le temps pour vraiment dépasser la méthode et arriver à une vraie compréhension. Et ils n'étaient pas capables de vraiment appliquer la méthode à la situation concrète en Allemagne. Et le résultat en 1923, c'est qu'ils ont fait les mêmes erreurs à l'envers. De impatience ultra-gauchiste vers réticence, passivité, attendre
Et donc, concrètement, ils ont juste loupé le moment de l'insurrection révolutionnaire. Cette défaite, c'était probablement le point tournant, vers la défaite générale de la révolution mondiale. C'était une défaite qui a mis fin plus ou moins à toute la vague révolutionnaire au monde et était un coup extrêmement douloureux pour la classe ouvrière russe. La révolution russe était épuisée à travers des longues années de guerre civile, de sauvetage de la révolution, de construction de la République soviétique. Et sur la base de l'isolation et de la fatigue et de l'arriération, la classe ouvrière a permis à la bureaucratie, en fait, par épuisement, de prendre le pouvoir. Et donc, en 1924, avec la mort de Lénine, l'Union soviétique entre dans sa dégénérescence. Et le stalinisme, on sait, mais on va encore le discuter en profondeur lors de ce camp. Il a trahi tous les principes du marxisme et de la Troisième Internationale. J'aimerais bien finir avec 2 points encore. Ce que ces dernières années ont prouvé encore une fois, les méthodes de Lénine et Trotsky, dans ces années-là, ils se sont confirmés en pratique, encore une fois. D'un côté, avec la défense inconditionnelle des principes, en combinaison avec flexibilité tactique maximale. Avec ces méthodes, lorsqu'on est vraiment capable de les appliquer, ils ont mené la classe ouvrière russe au pouvoir et ils ont vraiment mené le monde presque à la révolution victorieuse. Mais le deuxième élément qu'on doit comprendre, il faut des êtres humains qui comprennent cette méthode, il faut des cadres. Ça veut dire des gens qui ne sont pas juste capables de le dire, de le répéter parce qu'ils ont bien compris un texte, mais qui ont vraiment approprié la méthode et qui sont surtout capables de l'appliquer de manière concrète, de manière indépendante aussi. Et on l'a vu là dans cette période en particulier, ce genre d'être humain, ce genre de cadre, tu ne peux pas les forger dans le moment de la révolution, dans les moments révolutionnaires. Aujourd'hui, on ne se trouve certainement pas encore en 1919, mais des processus similaires sont en préparation. On doit comprendre comment l'ambiance, le mécontentement s'accumule en dessous de la surface. Bangladesh, c'est un autre précurseur de grands événements. Nous, on a un peu plus de temps que la Troisième Internationale. Pas non plus éternellement plus de temps. C'est pour ça qu'on fait ce genre de camp. Et je me réjouis beaucoup et je vous recommande à tous vos capacités avec ce que vous pouvez absorber toutes les leçons. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.